Nous allons passer la parole dans un instant à nos 5 premiers panélistes que je vais vous présenter très très brièvement. Tout d'abord, Monsieur Yukiya Amano, qui est directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors, l'Agence internationale, l'AIEA, c'est la tour de contrôle de l'atome, pour faire simple. Il a été élu directeur général de l'AIEA et son but, c'est de lutter contre la prolifération des armes nucléaires, mais aussi contre, globalement, la sécurisation de la filière. Alors, les missiles n'ont pas de secret pour lui, pas plus que le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Autre intervenant, M. Nobuo Tanaka, qui est membre de l'Institut de l'énergie atomique au Japon, et auparavant, il dirigeait l'Agence internationale de l'énergie. Donc, également, on reste dans le domaine de l'énergie nucléaire. La sécurité énergétique, c'est sa croisade. Il a commencé sa carrière auparavant au ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie au Japon, où il a été amené à être très actif dans différentes instances internationales. Nous passerons ensuite la parole à Hans-Peter Keitel, mon voisin. Monsieur Keitel est patron de la BDI. La BDI, c'est un peu notre UIMM à nous, mais puissance, je dirais 100, puisqu'il fédère plus de 100 000 entreprises qui emploient 8 millions de personnes en Allemagne. Formation à la fois d'ingénieur, il a un doctorat d'ingénieur et il a d'abord travaillé pour des grands groupes de BTP allemands en Allemagne et à l'étranger, avant de prendre les rênes du groupe Hochschiff, je suis sûr de bien le prononcer, filiale du groupe RWE. Nous passerons ensuite la parole à M. Luc Oursel, président du directoire d'Areva. Après avoir fait un cursus dans les ministères et dans l'industrie, Luc Oursel a succédé à Anne Lauvergeon à la tête du champion national, l'un des champions mondiaux du nucléaire. Enfin, nous entendrons M. Moustapha Bakouri de l'Agence marocaine d'énergie solaire, une agence en très forte croissance. Monsieur Bakouri est diplômé des Ponts et Chaussées Paris, et puis il a fait un long passage également par la banque et la finance. Il a notamment dirigé au Maroc la Caisse des dépôts et gestion. Et voilà, pour nos premiers intervenants, je passe donc la parole à monsieur Yukiya Amano. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très honoré d'être invité à cette rencontre très prestigieuse d'une façon professionnelle, mais aussi je suis très heureux d'être ici parce que quand j'étais jeune il y a 40 ans, j'ai étudié sur la Côte d'Azur et dans les années 90, j'étais consul général à Marseille et je suis venu à cette belle ville très souvent. Permettez-moi de changer en anglais parce qu'à Vienne, je travaille plutôt en anglais. Ladies and gentlemen, I am very happy to be here today representing the IAEA. As was introduced by Madame, IAEA is known as the nuclear watchdog. It is to prevent the spread of nuclear weapons. After Fukushima Daiichi accident, IAEA is quite well known in the activities in safety, but we are also very active in the use of nuclear technology for the control of cancer in developing countries, or control the water, manage the water, or produce the food. But today, I do not want to take up other issues about the future of nuclear power and the safety. These are two issues that I would like to touch upon today. Fukushima Daiichi accident was a very severe and serious accident. And after that, people said, this is the end of the nuclear power.
that was not the case. That was not the case, and what happened after Fukushima Daiichi was very different to what happened after Chernobyl. Let me say that after Chernobyl, for some decades, 2 decades at least, there was not construction of nuclear power plant. After Fukushima Daiichi, now 62 nuclear power plants are under construction. And as the Director General of the IAEA, I visit many countries. Each year, some 30 countries. And whenever I visit these countries, I hear that the government leaders believe that nuclear power is an important option. I went to China, and they are very sensitive to the safety, but they say that nuclear power is indispensable as an option to provide the necessary energy for the industry and for the people. That is the same in India. It is not only in these emerging economies. When I go to the countries like Vietnam or UAE or Bangladesh, they say they need nuclear power. It is not only in developing countries in the south. The former Eastern European countries like Hungary, Poland, Lithuania, Belarus, they believe that nuclear continues to be an option. And I talked to the top leaders, and they say that is the case. In June this year, we had a board of governors meeting that is the decision-making body of the IAEA. And this time, I clearly heard from member states that nuclear energy is an option for them, especially from developing countries. A group called G77 said that this should be their option. Of course, I do not mean that business is as usual. We know very well that just after the Fukushima Daiichi accident, Germany decided to phase out from nuclear power. Italy has decided not to reintroduce nuclear power. Switzerland decided not to construct new power plants after the expiration of the lifetime of their reactors. Belgium, Spain are reviewing their policy. And wherever I go, the leaders of the country say renewable is important. Public opinion is very much against the nuclear power. Despite all of these facts, the change of policy in some of the most developed European countries, strong public opinion against nuclear power globally, and the strong interest in the renewable energy, they do not alter the fact that the nuclear power will continue to expand. According to our latest estimate, the nuclear power reactors will expand by 90 by 2030 at the minimum. For now, we have 4,035 nuclear reactors in operation, and by 2030, there will be increase by 90 at the minimum, and possibly 330 or 50. Now it is 435, and in 20 years' time, there will be an additional 90 or 350 nuclear power reactors. This is a steady increase. We need to have this reality in mind. If that is the case, what should we do? In my view, Fukushima Daiichi was a very clear and very loud wake-up call. Wake-up call to all the countries in the world, to the international community, that safety should be the first. Looking the report from the Japanese government and Japanese parliament, it is obvious that it was caused by huge tsunami and earthquake, but there were human errors, human failings, and we need to learn from these lessons.
So just after the Fukushima Daiichi accident, I proposed to have a ministerial meeting in June 2011, and this ministerial conference has adopted a ministerial declaration. This is the first time after the accident, huge accident of nuclear accident. In September last year, the countries, members of the IAEA, adopted an action plan to improve the safety of nuclear power, and we are now implementing it. By the end of this year, IAEA and Japan will host a conference, and perhaps we'll have the occasion to have access to Fukushima Daiichi. The international community jointly made various efforts, stress tests, strengthened a deep defense, including the additional power supply and water supply. Regulatory body has been strengthened, and some new technology will provide stronger security. The peer review is a very important way to compare the best practice and learn from other countries' experience. In conclusion, I would like to say that despite the Fukushima Daiichi accident, there is a strong interest and use of nuclear power will expand. This is a fact. If that is the case, we have to make utmost efforts to make it as safe as possible, And we have learned lessons, we are learning lessons, and we should not be complacent, but if we continue to take measures, we can reduce the possibility of another accident, while we cannot completely eliminate the possibility of accident. Thank you very much. Je vais passer la parole à Monsieur Tanaka, qui va nous parler, revenir sur finalement ce choc qu'a connu le Japon après Fukushima. Comment est-ce que le pays a géré une baisse de production d'énergie à court terme, a dû le faire dans la foulée de cette tragédie? Quel a été le coût économique et social de cette adaptation? Et puis surtout, quels sont les plans énergétiques à long terme? Est-ce que le Japon va se tourner vers des énergies de substitution ou renouer avec le nucléaire? Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Thank you very much. I used to work for the International Energy Agency. It is very often confused by the Mr. Amano's organization, IAEA. It's without A, but it's located in Paris. And we are the kind of oil market watchdog. Watchdogs sometimes bark, but sometimes bite also by releasing stockpile of oil. After I went back to Tokyo in last September, yes, total chaos in energy policy making after Fukushima incidents was really remarkable. And certainly currently now there's a discussion of what is going to be the best mix of energy sources for Japan. And it's certainly the emotional discussion is happening, so seeking the zero nuclear power toward 2030 is one option. 15%, which is no replacement, no nuclear, no new plants, leads us to the 15% of electricity by nuclear by 2030. Another option is 20 to 25. The fourth option is no quota, but just leave it to the market. The political reality probably will lead us to this 15% option, which may mean the no replacement, no new plants, but let people decide eventually with development of other renewable energy sources or gas prices or CO2 emission situation. So leave the further discussion to the public in the future. This may be the most likely scenario after Fukushima. But as Amano-san said, that the reality is that nuclear is going to be still the very important option for the energy security.
My role as ex-executive director of the IEA is to give the international context to the Japanese domestic discussion, because current discussion in energy policy is safety, radioactivity, concerns, fear. So fear-driven energy policy may not lead us to the appropriate mix. So make sure that Japanese people will make correct action or decision about the mix, just focusing on the energy security. What would happen if Israel attacks Iranian nuclear facility, which is also the very important field where Mr. Amano is trying very hard to make a compromise, but if attack happens, the Hormuz Strait will be blocked, at least for the couple of weeks or months. And Japanese economy is going to the total chaos without nuclear. We are paying $40 billion US for a year in expense for the additional oil and gas. And this will strike out half of the current account of surplus. And Japanese economy will go down to the spiral of death spiral into the future. So this is a kind of risk that the Japanese government must take it serious. Yes, Prime Minister Noda said clearly that there's a risk of Middle East, and we have to make this decision of restarting the nuclear power plant in Kansai area. It is now starting. So it's one way. It is small start for facing the security, but certainly this is the kind of thing we have to think seriously for the short term. In the longer term, we need a good diversified sources of energy. So, renewable energy sources certainly be the thing. Feed-in tariffs is now starting in Japan, but just high feed-in tariffs cannot work because that is a much more cost, and bubble may happen like Spain or Germany, and we have to be carefully manage this feed-in tariff system. And also the grid connection is another very important feature for Germany to phase out nuclear. Buying nuclear power from France or coal electricity power from Czech or Poland is a very good option for Germany to phase out nuclear. But we cannot do that because there's no connection of grid lines with Russia or with Korea. So I am proposing that collective energy security of the European Union is a very interesting model for the East Asia. We are importing Russian gas, but just 9% of our market. We could go further. Five minutes has passed. I will stop very quickly. We have to import gas from Russia by pipeline, not only LNG. We must import electricity from Russia by grid lines. This is a totally different direction which Europe is seeking, but for the energy security and diversity for Japan, this is a very interesting option. We have to go further into the kind of comprehensive security, not only gas, not only oil, but whole electricity. This is the very important decision the Japanese government now we have to do. One more thing, technology is probably one of the areas which can enhance security, and this crisis, energy crisis, will push Japan further into the technology field. One is certainly energy efficiency related, demand control, smart grid, smart appliances. This is a new area which probably Japan will put lots of investment and research into. Another one is the possible methane hydrate. This is a sherbet type, very cold methane ice deep into the water, which could be developed, but still the cost is much, much higher than the possible gas or oil price. So it's a future resource, but this could be domestic, national possible resources for the future. The third option is hydrogen. Hydrogen economy was kind of euphoria a couple of years ago. Now it's almost forgotten because the issue was only limited to the fuel cell vehicle. The demand for fuel cell vehicle is very small. So by introducing new technology of using
hydrogen for the power plant, the demand could be much, much more. And that Okay. gives incentives for the infrastructure. So Mr. these are the new technology area which I think the enhancement of security may Tanaka? happen. Thank you very Sorry. much. Okay, thank you. Monsieur Keitel va nous parler maintenant d'une expérience également unique, puisque l'Allemagne a décidé d'abandonner graduellement l'énergie nucléaire comme source d'approvisionnement d'énergie. Ça représente un défi évidemment très important pour une industrie, pour toute la filière. Et donc, comment est-ce qu'on s'adapte? Est-ce que le renchérissement du coût de l'énergie pose problème? Et si oui, comment vous y prenez-vous? Thank you very much. I would not like to give you a few general remarks, but be very pragmatic, just to say what does that really mean in Germany. If we talk about the U-turn in German energy policy a year ago, we often forget that there was a decision made by the socialist government already 10 years ago to phase out of nuclear energy, and this would have happened anyway in 2022. So then there was a decision by the conservative government to extend this period, and directly after the U-turn saying, no, we will phase out as quickly as possible, what means that Germany has already shut down 8 nuclear power plants and will shut down the rest until 2020. What does that mean? Per se, it's back to what we were used to for 10 years. But there is another decision, that we would like to get to renewable and to energy efficiency, which means cutting energy by 2050 by 50% and electricity by 25%, and producing in 2020 50% of the energy by renewable, and in 2050 80% by renewable. And everybody who is in the business knows that if you try to design a plan and you say this is where we get off, and there is just a horizon we would like to get to, it's better you leave everything else open just to decide how to get there. And that's the big problem at the moment in Germany, that politics is deciding what to do. There is the triangle, which is important for all energy users. Energy has to be clean, has to be safe, reliable, and energy has to be affordable. And all 3 pillars of this tripod are in danger at the moment. What does that mean? Last year in Germany, energy production was as much renewable as never, and it was as dirty as never. Because we all know renewable energy, if it's not hydro, and there is no hydro potential in Germany, it's always wind and solar, you rely on the weather conditions. And this is not, we cannot rely on it as a baseload energy. So we had, is it sufficient, our renewable energy? If we look to the winter, we had a day where 1 single power plant less, and this 1 single power plant less was an oil-fired power plant in eastern Austria. If this would not have been in operation, the grid would have broken down. So this is how difficult it is already to manage the grid in Germany. But it's the opposite as well. In May we had a day where we had more renewable energy than the consumption in Germany was at all. 56,000 megawatt renewable energy in the grid, and it was most difficult to sell the surplus to countries like Poland, and it's only possible if you pay first to the energy producers and then you pay the others to take your energy. So going back to a reliable, to an affordable and a clean energy. And for industry in Germany, it is really important. We are 45% consumers of energy in Germany. In my belief, we have to do the following. We have to go back to a European energy policy. It doesn't make sense that we invent 27 different European energy plans. We have to build integrated grids so that we cannot only discuss
about integrated energy policy, that we physically and materially can do it. And then, one last word. All I learned about nuclear energy and safety, and I was, as you learned earlier, a contractor building nuclear power plants. You cannot argue with the public about safety. You can argue among experts. But the public either is accepting or not accepting. And in Germany, 80% is against nuclear, so it doesn't make sense that industry stands up and says, hey, we are of the opposite opinion. Thank you. Thank you. Vous étiez sur un marché qui était plutôt, si je puis dire, confortable avant l'incident de Fukushima, en tant qu'acteur mondial de fourniture de centrales nucléaires. Et puis, patatras, bon, il faut se réajuster son offre et voir comment on reconquiert ce marché. Autre défi auquel vous vous trouvez confronté, celui de toute façon de la transition vers des sources d'énergie renouvelables. C'est le pari que fait Areva. Je vous invite donc à nous en parler. Merci. Moi, je vous propose un petit voyage dans le monde là, qui vous montrera que le nucléaire n'est pas une énergie du passé, mais ça demeure une énergie du futur. Alors, on a parlé du Japon. Juste pour imaginer le Japon sans énergie nucléaire aujourd'hui, ce qui est le cas, c'est un pays dont la balance commerciale est déficitaire. Paradoxe pour un des principaux pays exportateurs. L'Allemagne, je pense qu'il a été présenté ici l'évolution de ce modèle. Aujourd'hui, beaucoup de questions subsistent sur la capacité de l'Allemagne à atteindre cet objectif certes séduisant, mais qui se heurte à de très nombreux problèmes, en particulier les montants élevés des subventions accordées aux énergies renouvelables. On parle de 18 à 20 milliards d'euros versés chaque année pour développer ces énergies. Lorsqu'on regarde l'Europe, vous savez que l'Europe, après Fukushima, a réagi de manière exceptionnelle. En 1 mois et demi, toutes les autorités de sûreté se sont mis d'accord sur un programme commun d'inspection des centrales, avec un certain nombre d'inspections croisées, programme déployé en moins d'une année, validé au niveau européen et qui a permis de conclure d'abord à la sécurité des centrales, à la nécessité de faire un certain nombre de travaux, mais surtout de mieux s'organiser pour gérer les crises, et j'y reviendrai. Et il est faux de penser que l'Europe a abandonné le nucléaire. Début février, à l'initiative de la France et de la Grande-Bretagne, 15 pays se sont réunis à Paris pour confirmer leur engagement dans l'énergie nucléaire, que ce soit les centrales existantes ou les centrales à venir. Jamais nous n'avons travaillé sur autant d'appels d'offres en Europe aujourd'hui, en Finlande, en Pologne, en République tchèque, demain en Suède. Donc ça n'est pas du tout l'hiver nucléaire en Europe, zone qui a probablement été, effectivement, après le Japon, la plus affectée, et c'est normal, par les événements de Fukushima. On y voit bien l'impact de l'histoire de Tchernobyl. Si l'on continue ce voyage dans le monde, allons aux États-Unis. Impact sur l'opinion de Fukushima extrêmement faible. Extrêmement faible. Une très forte confiance exprimée par les citoyens américains dans l'industrie nucléaire. Un même système de stress test déployé sur l'ensemble des centrales, il est en cours, et un certain nombre de projets de centrales en cours de construction. La principale aujourd'hui opposition, ou le principal frein au développement, c'est simplement le très bas prix du gaz. Et puis si vous continuez ce tour du monde, on pourrait prendre des tas d'exemples, l'Inde, la Chine, il en a été question, parlons juste d'un pays, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, premier producteur mondial d'hydrocarbures, va lancer un programme nucléaire en 2013 pour faire face à ses besoins croissants d'électricité, pour son développement industriel, pour les emplois qu'il est nécessaire de créer dans ce pays pour assurer sa stabilité, et puis tout simplement pour éviter un gaspillage des hydrocarbures dans cette production d'électricité. Alors finalement, vous voyez, il n'y a pas d'hiver nucléaire, et nous voyons, nous, une croissance, certes moins importante que 2 ans auparavant, de la capacité nucléaire installée, probablement 50% d'ici 2030. Pour un groupe comme Areva, bonne nouvelle, Areva c'est 2/3 du chiffre d'affaires à l'export, 2/3 des emplois en France. Donc c'est vraiment un morceau du patrimoine national industriel français qui peut à la fois contribuer à résorber le déficit de la balance commerciale et puis à la fois à créer des emplois. Alors, pourquoi il en est ainsi? Il en est ainsi parce que l'électricité est de plus en plus nécessaire dans notre vie, dans l'industrie, dans le transport, dans les technologies de l'information. Et ce, même si, et il est normal de le faire, tous les équipementiers veulent avoir des équipements moins consommateurs d'électricité. Tout le monde veut un prix de l'électricité compétitif et stable. Moi, je suis frappé de voir qu'il est apparu maintenant ce concept de précarité énergétique. La précarité énergétique, c'est le fait qu'un certain nombre de gens
payent maintenant plus de 10% de leurs dépenses dans leur facture d'énergie. Il y a 60 millions d'Européens pour qui toute augmentation des prix de l'électricité serait insupportable pour leur niveau de vie. Il y a là une responsabilité colossale, si vous voulez, de répondre à ces besoins en matière sociale. Et de ce point de vue-là, le nucléaire, parmi d'autres, j'y reviendrai, est une solution. Et puis évidemment, il y a le problème de la sécurité d'approvisionnement. Nous avons tous oublié les conditions de création du programme nucléaire français. C'était le premier choc pétrolier. Or, des situations géopolitiques ressemblant à celles du premier choc pétrolier, il en a été évoqué. Elles sont possibles, elles sont même probables. Et donc, de ce point de vue-là, l'outil nucléaire, c'est une capacité pour tous les pays de produire localement l'électricité et de garantir l'indépendance. Alors, pour autant, il faut tirer les enseignements avec modestie de ce qui s'est passé à Fukushima. Première leçon, la sûreté, la sûreté, la sûreté. Nous en ferons plus. Nous avons tiré les enseignements, en particulier en matière d'organisation de la crise. Il faut beaucoup plus de coopération internationale. Les opinions publiques ne comprenaient pas que les autorités de sûreté de chaque pays travaillent indépendamment les unes des autres. L'AIEA a un rôle très important à jouer, mais chaque pays aussi a un rôle important pour accepter de ne travailler qu'avec les plus hauts standards de sûreté, ce que nous faisons, nous, lorsque nous proposons l'EPR sur les marchés. La transparence. Cette énergie impose le débat. Cette énergie impose le débat. Il y en aura un en France. Il y en a eu 8 depuis 1981. Et même des pays comme la Chine ouvrent leur système. Les résultats des inspections nucléaires en Chine ont été mis sur Internet pour recueillir les réactions du public. Il faudra aussi des compétences, de la technologie, de la R&D. Et ça signifie une chose, c'est que toutes les politiques de stop and go, ou d'accélération trop rapide, ou de freinage trop rapide dans le domaine de l'énergie, se confrontent inévitablement à des échecs. Il faut une continuité. Il faudra aussi être capable de mobiliser des financements, ce qui n'est pas facile sur des investissements d'infrastructures à très longue durée de vie, alors que le système bancaire est un peu à bout de souffle pour prendre des engagements à long terme, alors que la dérégulation excessive des marchés de l'électricité dissuade aujourd'hui tout investissement. Donc il y a des choses à faire en la matière. Et puis bien sûr, il faut aussi une balance avec les énergies renouvelables. Il faut arrêter cette opposition idéologique stérile entre nucléaire et énergie renouvelable. Il y a de la place pour les deux, mais pour développer les énergies renouvelables, il faut qu'elles soient compétitives. Il faut les rendre compétitives. Or, aujourd'hui, leur développement a été essentiellement subventionné. Et c'est pour ça qu'Areva s'est lancé dans le sujet en apportant la valeur technologique. Il faut, les énergies renouvelables ont deux inconvénients aujourd'hui, leur coût élevé et leur intermittence. Seule la technologie apportera une réponse à ça, et c'est l'ambition d'Areva de répondre ainsi, d'apporter notre expérience pour que ces énergies se développent et contribuent à l'équilibre énergétique. Merci beaucoup. Merci. Alors, Monsieur Moustapha Bakouri va nous donner le point de vue d'un pays qui, lui, mise, un pays en pleine croissance, qui a des besoins importants et qui mise sur le solaire. Alors, le solaire, c'est sans doute une bonne idée, mais ce n'est pas sans problème, sans difficulté. Monsieur Bakouri, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, c'est avec beaucoup de plaisir que je me trouve avec vous ici pour parler du solaire. Alors, le faire après avoir abordé le nucléaire, qui a été présenté comme nécessité suite à l'accident de Fukushima. Je voudrais en introduction parler d'un autre accident que nous avons vécu, qui a été le déclencheur de notre stratégie renouvelable. C'est le baril à $147 en juillet 2008, que nous semblons oublier aujourd'hui. Par contre, sur lequel tout le monde est d'accord que nous sommes définitivement installés dans l'ère du pétrole cher et tout le moins dans l'ère du pétrole volatile, qui pour un pays qui souhaite se donner tous les moyens de compétitivité à son économie, c'est un peu gênant. Et c'est un déclencheur qui était d'autant plus douloureux que nous sommes encore dans un pays en transition. Il y a beaucoup d'infrastructures à réaliser, beaucoup de carences à combler, et ça se fait par des compensations, ça se fait par des subventions. Et si on veut éviter des déséquilibres sociaux, nous devons continuer de le faire, évidemment, sans perdre de vue qu'il faut arriver à en sortir. Et donc, il était fondamental à ce moment-là de se dire que pour continuer à croître, et pour continuer à assurer un certain rythme de croissance nécessaire dans un premier temps pour répondre à ces besoins sociaux, il faut
dégager les éléments d'une meilleure visibilité sur le plan énergétique, puisque sans énergie, point de croissance. Et un autre facteur était venu aussi s'ajouter à là, puisque pour parler de croissance, nous avions vécu une décennie à une croissance de 5 à 6%, ce qui en termes énergétiques se traduisait par un doublement de la capacité énergétique installée. Et cette dynamique devrait continuer sur les 10 prochaines années, ce qui veut dire un doublement des capacités énergétiques, ce qui est un formidable défi, mais plein d'opportunités si on sait s'y prendre. Vient donc s'ajouter une autre dimension à laquelle notre pays s'est montré très attaché, c'est quel type de développement économique. Vu la zone dans laquelle nous sommes, donc l'Euro-Méditerranée, il était fondamental de se poser la question aussi sur la problématique du développement durable. Et quand nous savons que la production d'énergie est le premier secteur responsable des émissions de gaz à effet de serre, c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de joindre l'acte à la parole. Alors l'idée tout simple, c'était de voir dans quelle mesure nous pouvions explorer et exploiter les ressources dont nous disposons. Donc hydraulique d'abord, de manière historique, et sur lesquelles il y a encore un potentiel de réalisation d'infrastructures électriques. Éolienne ensuite, avec un formidable potentiel éolien sur quelques territoires au niveau national. Et puis solaire, pour la première fois, avec une grande hypothèse, effectivement, que le pétrole allait rester cher, mais que aussi les coûts de génération d'électricité solaire allaient baisser à la faveur de l'évolution de l'innovation, de l'évolution des technologies, et puis surtout à la faveur, si beaucoup de gens s'y mettent, à la faveur de la visibilité que nous serions en mesure de donner aux industriels. Je crois que c'est essentiel aussi. Et donc le Maroc a décidé d'y aller, décidé de partir, avec un consensus assez large et assez rapide qui s'est installé entre les décideurs et les politiques. Il s'est traduit par un contexte légal et réglementaire qui a permis de donner naissance à plusieurs instruments institutionnels et opérationnels dans l'agence que je dirige depuis. Et évidemment, nous nous sommes attachés pour essayer d'aller... Parce que le défi, c'est quoi? C'est de trouver un modèle économique qui se tient. Mais ce modèle économique, évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut essayer de le créer sur le moyen terme. Donc, nous avons estimé que la meilleure façon de faire, c'est de lancer un premier projet avec l'échelle qui permettrait d'atteindre le maximum d'économies, puisque le coût du solaire, en fait, est la résultante d'abord des CAPEX, vu la durée d'amortissement des projets, les coûts des financements. Et puis, je pense aussi à la conception des centrales par rapport à l'usage qu'on en attend et la nature de l'électricité que nous souhaitons générer. Donc, dans notre cas, il était fondamental de s'attacher à matcher cette production par rapport à la consommation, ce qui est entendu par l'opérateur électrique, dans un pays dont la consommation est en train de ressembler progressivement à celle constatée en Europe, à savoir une pointe en fin de journée, donc juste au moment où le soleil se couche, et puis une deuxième pointe à midi, surtout l'hiver, surtout l'été. Et par rapport donc à cette pointe du soir, nous avons estimé qu'il était fondamental que ces projets solaires devaient contribuer à résoudre cette problématique, d'où la problématique de stockage. Et donc pour faire court, un premier projet dont une capacité qui n'a pas été décrétée, qui a été la résultante de ce travail itératif, est aujourd'hui en train de bien avancer. Nous sommes sur le point d'annoncer l'attributeur de ce premier projet de 160 MW à Ouarzazate avec une technologie de miroir parabolique avec un stockage de 3 heures en sel fondu et qui nous montre déjà le potentiel d'amélioration des coûts. Nous allons probablement atteindre un nouveau palier au niveau mondial sur les prix. Alors, peut-être en une minute. Non, pas 2 minutes. 30 secondes. 30 secondes. Pour faire le lien. Je pense que développer les énergies solaires, il faut être plusieurs pays à le faire.
D'abord, par rapport à cette nécessité de donner la visibilité aux industriels, qu'il y a un véritable potentiel, que c'est un formidable levier aussi d'intégration régionale. Et il faut développer les renouvelables là où la ressource, évidemment, est la plus disponible. Et travailler cette intégration régionale, c'est ce qui permettra à ce modèle économique de se mettre en place. Et ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas une stratégie de luxe, c'est une nécessité de se préoccuper des déterminants de la croissance à moyen et long terme pour un pays comme le Maroc. Merci beaucoup. Le premier intervenant s'appelle Paul Josko, c'est un économiste doublé d'un scientifique. Il est surtout célèbre pour un rapport qui a fait beaucoup de bruit suite à l'accident nucléaire de Fukushima. Sa thèse, c'est que la crise n'a pas été un traumatisme mondial, cette crise, et qu'elle a surtout frappé les esprits en Europe. Mais il y a une nouvelle donne énergétique qui est à l'œuvre, une révolution en cours, et notamment en matière d'économie d'énergie, c'est dont il va nous parler tout à l'heure. Je passerai ensuite la parole à Pierre Mongin, qui est directeur de la RATP, plutôt devrais-je dire du groupe RATP, qui est maintenant un groupe mondial, comme il me le rappelait tout à l'heure. Nous parlerons des applications des transports collectifs comme source d'économie d'énergie. Nous céderons ensuite la parole à Dimitri Konov. Dimitri Konov dirige le groupe Sibur. C'est un groupe qui est présent dans la pétrochimie. Et il nous parlera à la fois de l'expérience de son groupe qui essaie d'être efficient énergétiquement, mais aussi de la politique de la Russie en la matière. Et puis Pierre-André de Chalandard nous parlera, lui, des politiques mises en œuvre par Saint-Gobain, qu'il dirige à la fois pour présenter des économies d'énergie possibles dans la conception de matériaux de construction. Et puis, enfin, Pierre Gadonex, à la tête du Conseil mondial de l'énergie depuis 2007, nous parlera, lui, de l'avenir du nucléaire et du besoin d'une gouvernance mondiale. Je cède tout de suite la parole à Paul Josko. Thank you. It's a pleasure to be here in X again. I was asked to make a few comments about the future of nuclear power and the energy mix, responding to the comments we've already heard, and then also to talk about innovations and investments in smart grid technology, especially in the U.S. and especially focused on supporting improvements in energy efficiency. I don't disagree with the comments we've heard about the future of nuclear power. I would like to suggest perhaps a way of thinking about this, organizing one's thoughts about it. I think we need to distinguish between existing plants. There are over 400 existing nuclear power plants in the world, and construction of new plants. Obviously, they're related to one another. The existing plants provide almost 15% of the world's electricity and represent the largest CO2-free generation source in the world. Those plants won't last forever. Maybe they'll last for 60 years, maybe longer, but eventually they will have to be closed. In the U.S., they start closing even if all the plants are relicensed in 2035, and by 2055 they're all gone. And the question is, from a climate change perspective, what will replace them? Construction is relevant as well, and people had varying levels of optimism.
In my view, the prospects for significant construction of new nuclear power plants in developed countries, that is OECD countries, over the next 10 years was really quite modest. On the other hand, the demand for new nuclear plants in developing countries was quite robust. And it's interesting to look at the IAEA data. For some reason, I count 64 plants under construction, but I counted Taiwan. And prior to Fukushima, the largest producers of nuclear-generated electricity in the world were the United States, France, Japan, Russia, and South Korea, with Germany a close sixth. On the other hand, of the roughly 64 nuclear power plants under construction globally in 2011, about 2/3 were in China, India, and Russia. Only 9 new units were under construction in OECD countries, 2 of which were in Japan, and that's been suspended, and 3 in South Korea. So in my view, even before Fukushima, the prospects for construction of new nuclear plants in developed countries were really not very good. And Fukushima has had the effect of taking new nuclear construction off the table in a number of European countries that were reconsidering their policies. Going back to the existing plants, aside from Germany and Japan, and we don't know what will ultimately happen in Japan, as we heard, all of the plants as of the end of June were not in operation, but 2 have been authorized to restart this month. With regard to existing plants, in most countries, it's been business as usual. The U.S. plants, after safety reviews, are all being relicensed. Not a single plant has had a license renewal refused. As in France, the Nuclear Regulatory Commission in the U.S. has gone and is continuing to go through a thorough safety review, and there will have to be upgrades in these plants as well. I think one thing that was perhaps not emphasized enough is the importance of a credible safety governance system. If you look at polls in Japan, one of the reasons that people are against nuclear power is they feel that there isn't really an independent regulatory system, that there is basically a cabal between the industry, the government, and the regulators. Whether that's true or not, I'm not sure, but in the end, it's what the people believe that's important. In the United States, the Nuclear Regulatory Commission has developed a reputation for credibility and for being an excellent safety regulator. I'll just conclude in discussing this that in developed countries, nuclear power faces a number of challenges. Electricity demand will grow slowly. There are lavish subsidies for wind and solar. In North America, the U.S. and Canada and Mexico, natural gas is a very, very cheap and is in itself a big story and revolution. It makes nuclear power just not economical. And there are opponents to nuclear power in all of the developed countries, and in many countries prior to Fukushima, they had been convinced that nuclear had to be part of the mix to reduce CO2 emissions, and after Fukushima, in a number of, especially European countries, their opposition has increased. So I thought the remarks were really good, and I'm making positive statements. Let me turn to the smart grid. And I'm sorry, yes. But your time is up. Oh, okay. I thought I had Really 8 sorry, minutes. I thought I had we're 8 running minutes. out of time. I used my 8 minutes? Yes, Okay. you did. Okay, fine. Sorry. Oui, je voudrais aujourd'hui vous dire quelques mots sur la contribution de la mobilité maîtrisée dans les transports urbains et son effet sur la mutation énergétique nécessaire aujourd'hui dans notre planète. L'enjeu est évidemment considérable puisque la mobilité de manière générale, les transports de manière générale, consomment 1/4 de l'énergie mondiale et représentent 1/4 des émissions de gaz à effet de serre.
La question est d'autant plus décisive en ville, sachant qu'il y a 3 ans, les démographes ont découvert que la moitié de l'humanité vivait désormais dans les villes et qu'en 2050, ce seront 2 personnes sur 3. Cette croissance de la mobilité urbaine, constatée partout dans le monde, a 3 types d'effets. Premièrement, une augmentation du temps passé dans les transports. C'est un sujet majeur de gaspillage qui représente pour les Franciliens en transport public 1h30 par jour, soit 1 an et demi de leur vie passée dans les transports publics. Dans les réseaux, la congestion est généralisée dans ces agglomérations. Il faut savoir qu'en Île-de-France, les automobilistes passent 70 heures par an dans des bouchons immobilisés, soit 2 semaines de travail perdu. Et l'impact sur l'environnement est considérable, avec, entre 1990 et 2003, une augmentation d'1 tiers des émissions, soit près de 1,5 milliard de tonnes équivalent CO2. Donc la situation crée un coût collectif et individuel considérable, très mal valorisé par les règles du marché et qui implique naturellement un poids important de la puissance publique pour réguler cette situation. Les transports en commun sont sans nul doute une partie essentielle de la réponse. D'abord parce qu'il existe une gradation dans les différents modes de transport qui est complètement corrélée à l'impact énergétique et à l'impact environnemental, mais également malheureusement qui est corrélée au coût de l'investissement. L'idéal, c'est un système de mass transit system, c'est-à-dire un système lourd de type métro ou RER urbain qui émet 55 fois moins qu'une automobile. Mais la règle générale du transport, dans la plupart des pays du monde, notamment émergents, c'est en transport collectif d'utiliser le bus, qui lui a un rapport de 1 à 2 par rapport à l'automobile. Ceci dit, une des solutions envisagées par certains serait de restreindre la mobilité. Ce n'est pas du tout la voie que je suggère, et notamment, je suis très hostile à toute forme de péage du seul fait du coût du déploiement du péage. Donc les avantages décisifs des transports urbains vont bien au-delà, je dirais, du point de vue de la mutation énergétique, parce qu'ils permettent de remodeler la ville, de reconstruire la ville sur elle-même. On a 2 démarches en Europe tout à fait comparables, qui sont le Grand Paris d'une part et le Grand Moscou d'autre part, qui sont des démarches de reconstruction de la ville. Parce que le transport peut devenir, en réalité, l'épine dorsale, l'élément fédérateur de la nouvelle organisation urbaine. On trouve des villes plus compactes dans lesquelles, par exemple, les modes doux, comme le vélo ou la marche à pied, retrouvent toute leur place. L'autre point, c'est qu'il faut évidemment des transports attractifs. C'est un sujet majeur que les opérateurs et les autorités en charge des transports soient capables d'augmenter le taux de remplissage des transports. Un bus qui circule avec 4 voyageurs est évidemment beaucoup plus polluant que des voitures. Il faut à tout prix que l'attractivité existe. Elle dépend de la qualité du service et de la capacité que l'on peut déployer, mais aussi de l'innovation et de la qualité des investissements qui sont faits dans ce domaine. Je voudrais juste, pour conclure, indiquer que la question fondamentale est celle du modèle économique à trouver. Pour nous, avec notre groupe qui est maintenant présent sur 4 continents et 12 pays dans le monde, la RATP, nous avons su créer des opportunités de constitution d'un modèle économique soutenable, durable, qui permet de répondre à ces aspirations de la mutation énergétique par la mobilité dans la ville, à condition évidemment d'obtenir des pouvoirs publics une planification claire, un engagement ferme sur ces sujets et bien entendu une capacité à déployer des opérateurs, comme nous d'ailleurs, capables d'utiliser les meilleures solutions techniques. Merci. Two important words in my introduction were petrochemicals and Russia. I work in the company which is a petrochemical company operating mostly in Russia as a country. I will start with trying to advocate a little bit petrochemical industry, which is certainly not the most fashionable one, and talk about 3 things which reflects the relationship between energy and petrochemicals. Petrochemicals are supplied as its feedstock
by two core energy industries of oil and gas. Second, we are one of the largest industrial consumers of energy globally. We consume about 14% of the global industrial energy used in industry. And we're about 11% of global emission of greenhouse gases. These two things are usually well known. There is also the third thing, which many people tend to forget, is that petrochemical industry produces products which, when used in different industries along the value chain, help to reduce both greenhouse emissions and energy consumption by 2 to 2.5 times that we consume energy and emit greenhouses. There were several issues regarding the housing, different technologies in housing, different technologies in construction and in different industries, and that they should all be supported by petrochemical products which we produce. Otherwise, they're not applicable. Moving to Russia, there are 4 things you probably should know about Russia in terms of Russia and energy. We have a very wide energy mix, both in production and consumption. Everything but solar. I think solar is something which is not very well related to our country. But we're big in hydro, coal, oil, gas, and nuclear, as it was said before. Russia is not a very energy efficient country. In fact, we spend or waste 2 times more energy per €1 GDP than most of our neighbors. Russian industrial production, if you look at the retrospective, dropped by 50% 1998 to 1990, and that attributes to the collapse of the Soviet Union and complete industrial restructuring. And Russia is heavily pursuing what we call new wave of industrialization, which makes us similar to most other countries like China and India, for example, where we expand mostly by building new industrial capacity, heavy industries mostly, and not by expanding service industry. When you look at industrialization or new plants and being built, you would try as a country solve 3 issues forming a certain kind of triangle. You're looking for competitiveness, you're looking at energy cost, and you're looking at energy efficiency. And not, in my personal view, it's not possible to solve all 3 of them. You should really prioritize. If you look about how the government can pursue or start a quest for more energy efficiency, there is regulation and there is economic reality. If you look about if you talk about regulation, you would think about something like best available technologies, and Russia is introducing this concept on the governmental level and trying to put in place regulation which stimulates for technologies which in each of the industries which are more energy efficient and more green. But basically the best instrument to, I'll talk about one other thing. You can also look at regulations and how they change energy consumption. The most advanced construction materials can, if you look at the housing, can decrease energy consumption of the house by 50 to 80%. But if, on the other hand, you think about how long is the average life of one house, it's between 60 and 80 years. That means that even newest available technology introduced immediately will only take the full effect after 80 years of complete renovation of the housing, which means that the regulation itself is a very helpful instrument, but not something which will completely change the picture. The other part of this is economic sense, and then you really should look at competitiveness and energy cost. And the best instrument in Europe is probably the best evidence of that. To increase energy efficiency is higher price of energy, which probably Russia will not, unfortunately, accept because it needs modernization and it needs more competitiveness. Pierre-André de Chalandard,
Oui, je voudrais revenir juste un mot sur mon appréciation d'abord de Fukushima, parce que quand on écoute ceux qui ont parlé du nucléaire, il y a une chose qui me paraît claire, c'est que dans les pays où on va continuer à avoir du nucléaire, le nucléaire sera plus cher parce qu'il faudra qu'il soit plus sûr, et dans les pays où il n'y aura pas de nucléaire, eh bien, l'énergie sera aussi plus chère. Donc la conclusion claire de Fukushima, c'est qu'on est dans un monde où l'énergie va être beaucoup plus chère. Et donc, à partir de là, eh bien, la meilleure source d'énergie, la source d'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas, c'est donc les économies d'énergie. Alors, Pierre Mongin a parlé du secteur du transport, mais quand on regarde où est consommée l'énergie dans l'Europe, dans le monde, et en particulier, je vais me concentrer sur l'Europe, le secteur aujourd'hui qui consomme le plus d'énergie en Europe, c'est le bâtiment. 40% de l'énergie consommée en Europe est consommée dans les bâtiments. 72% de cette énergie consommée dans les bâtiments est utilisée pour chauffer ou pour climatiser. Donc 40 multiplié par 72, ça veut dire que 30% de l'énergie consommée en Europe est utilisée pour chauffer ou climatiser des bâtiments. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait réduire pratiquement à zéro la consommation de chauffage ou de climatisation dans les bâtiments aujourd'hui. Si, pour prendre juste l'exemple de la France, si l'ensemble des bâtiments qui existent aujourd'hui en France étaient aux normes de la réglementation 2012 issue du Grenelle de l'environnement, on diviserait la facture énergétique du bâtiment par 5. On peut réduire de 80%. Donc j'applique ce 80% à 30%, vous voyez la baisse considérable de la consommation d'énergie qu'on pourrait avoir. Et donc on sait faire, hein, on se fait des maisons à énergie, on fait même des maisons mieux, des maisons à énergie positive. Saint-Gobain, au cours des derniers mois, a construit un certain nombre de maisons témoins dans toute une série de pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut d'abord avoir une enveloppe du bâtiment qui soit complètement pensée autrement. C'est là-dessus, pour l'essentiel, que Saint-Gobain travaille. C'est plus du tiers de notre chiffre d'affaires qui est directement consacré à ça, qu'il s'agisse de la laine de verre, qu'il s'agisse des vitrages isolants. Donc l'enveloppe du bâtiment. Et puis après, il faut des instruments qui permettent, des instruments de chauffage pour le chauffage résiduel, quand il y en a besoin, qui soient efficaces. Il faut des instruments de contrôle, notamment sur le plan électrique, c'est l'efficacité énergétique. Donc on sait faire sur le plan du principe, et donc c'est une source d'économie considérable. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Pour le neuf, je l'ai dit clairement, c'est la réglementation. Et aujourd'hui, les nouvelles réglementations en Europe, c'est de l'ordre ça donne des constructions qui coûtent un petit peu plus cher, à peu près entre 5 et 10% de plus, mais sur lesquelles, du coup, les économies de charges permettent de rembourser ça. Simplement, le neuf, ça représente un renouvellement du parc très lent, et donc il faut s'attaquer au plus gros sujet, qui est celui de la rénovation, qui est un sujet sur lequel on peut considérer qu'à partir du moment où l'énergie est plus chère, eh bien, il y a de plus en plus d'incitations à faire des économies d'énergie. On a, dans les différents gouvernements, apporté aussi des incitations de nature fiscale, de financement. Compte tenu de l'état des finances publiques dans les différents pays, ça me paraît moins facile à imaginer dans le futur, mais on peut imaginer beaucoup de choses en matière de financement, puisque ça permet de faire des économies, donc on va pouvoir trouver des systèmes de financement. Et certains pays vont au-delà. Les Allemands ont commencé, dans certains cas, à rendre ça obligatoire. Alors ça paraît politiquement compliqué, mais quand on a instauré, il y a 50 ans, le ravalement Malraux dans les grands immeubles en France, pourquoi ne pas, dans un certain nombre de cas, instaurer un ravalement thermique? Je pense qu'on va arriver progressivement dans une situation de ce genre qui n'auront pas du coup de coût pour les finances publiques. Donc un vaste programme, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en Europe au cours des dernières années, en France avec le Grenelle de l'environnement. Je crois qu'on sait faire, et c'est un sujet majeur pour les prochaines années, parce que comme ça a été dit en introduction, je pense qu'économiser l'énergie, c'est clairement source de croissance à travers les réductions des factures énergétiques des différents pays. On sait faire globalement sur le plan technique. Il faut simplement des programmes importants et essentiellement, je crois, à travers des actions d'ordre réglementaire. Merci.
Dernier intervenant, Pierre Gadenex, président du Conseil mondial de l'énergie. Merci. Beaucoup a été dit, et notamment sur quelles sont les conséquences du grave accident de Fukushima sur la politique énergétique dans le monde. Alors, beaucoup a été dit. Je voudrais tirer deux constats et faire une proposition. Bon, le premier constat, c'est clair, tous les pays qui exploitaient des centrales nucléaires ont revisité leurs standards de sécurité. Tous, absolument tous. Certains, la plupart, ont revisité également leur mix énergétique. Et je vais en dire un mot, les conclusions que nous avons tirées au Conseil mondial de l'énergie, nous avons fait une enquête exhaustive un an après Fukushima, et nous avons constaté, j'irai assez vite, puisque beaucoup des constats que nous avons faits ont été cités par mes intervenants d'avant. Mais il y a un deuxième constat qui n'a pas été évoqué aujourd'hui, qui me paraît très clair dans les opinions publiques, c'est que après Fukushima, plus rien ne sera comme avant sur un sujet plus large que le nucléaire. C'est que les opinions publiques du monde ont réalisé que les risques en matière énergétique pouvaient ne pas être simplement locaux, mais pouvaient être des enjeux mondiaux. C'est ça qui a été frappant dans Fukushima. Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, les opinions publiques internationales se sont inquiétées de savoir si un tel accident pourrait avoir des conséquences sur leur propre environnement. Alors, sur l'enquête un an après Fukushima, les chiffres ont été cités, je ne vais pas les redonner, simplement pour en tirer un certain nombre d'enseignements. Il y a pratiquement le même nombre de centrales en construction dans le monde, c'est 62 ou 64. Je ne sais pas, ça a été dit, c'est que plus des 2/3 de ces centrales en construction sont dans 4 pays, ça a été dit par vous, je crois, 4 pays, qui représentent plus des 2/3, c'est la Chine, l'Inde, la Corée et la Russie. D'autre part, ça n'a pas été dit, dans l'enquête, nous avons constaté qu'aujourd'hui, je dis notamment à M. Amano, aujourd'hui, il y a 50 pays qui soit exploitent du nucléaire, soit le développent, soit considèrent dans leur stratégie de le développer. Et en particulier, il y a des nouveaux pays émergents qui considèrent tout à fait le nucléaire comme une option dans leur mix énergétique. Je pense en particulier aux pays émergents ou aux pays du Moyen-Orient qui voient un relais ou un complément de leur capacité exportatrice en matière pétrolière. Sur les conséquences, j'ai été étonné moi-même quand j'ai vu le résultat de cette enquête. Finalement, le seul pays au monde qui ait fermé des centrales, à part le Japon bien sûr, mais le seul pays au monde, à part le Japon, qui ait fermé des centrales qui étaient encore économiquement et du point de vue de la sûreté exploitables, c'est l'Allemagne. Pour les autres pays, il y a eu des débats, et certains pays comme l'Italie a décidé de ne pas développer le programme nucléaire, mais il n'y en avait pas, et la Suisse a décidé de ne pas construire de nouvelles centrales, mais a décidé de prolonger la durée de vie des centrales existantes. Donc ça n'a pas d'impact sur le volume mondial du nucléaire produit. Alors, bien sûr, les conséquences en matière de sûreté sont importantes, et Chandar l'a évoqué, c'est que toutes les autorités, ça c'est unanime dans le monde, ont interrogé l'autorité de sûreté pour savoir si des caractéristiques d'un drame du type de ce qui passait à Fukushima étaient couvertes par leurs propres standards. Et donc, ça a conduit à renforcer les standards. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, et je voudrais l'élargir, il y a une attente et une opportunité pour développer une véritable gouvernance mondiale en matière de sûreté. Il y a des organismes existants. Il y en a plusieurs. L'AIEA, M. Manot l'a présenté, qui est un organisme qui a des compétences et tous les moyens de faire les analyses. Il y a des organismes qui rassemblent les opérateurs, c'est WANO. Il y a des organismes qui rassemblent les régulateurs. Il y a les organismes. Mais il n'y a pas aujourd'hui une régulation mondiale en matière de nucléaire. Chaque pays autorise ses centrales en fonction d'une régulation qui est fixée par chaque pays. Cette interrogation, ce qui m'a frappé, j'étais à Rio il y a la semaine dernière, vous savez qu'il y avait le sommet de la Terre, et je pensais que le nucléaire serait au sommet des préoccupations. Ce n'était plus le cas. Ce qui était au sommet des préoccupations,
c'était d'autres sujets qui concernent l'énergie, notamment dans le pétrole, l'impact sur l'environnement des exploitations de sources non conventionnelles. Et ceci me conduit à penser que dans ces domaines où il y a des intérêts à partager au niveau mondial, il y a une opportunité à développer des règles de gouvernance communes, en s'appuyant sur les autorités existantes. Je pense que dialoguer au niveau international, c'est pas, j'en ai David qui est ici qui me contredira, c'est toujours compliqué. Néanmoins, je pense que c'est plus accessible lorsqu'on discute d'un sujet où tout le monde a à gagner et tout le monde a à perdre. Discuter de la sécurité, que ce soit des forages pétroliers en mer profonde, avec l'impact que ça peut avoir sur l'environnement marin, discuter de la sûreté au niveau nucléaire, tous les pays ont intérêt à ce qu'un accord puisse aboutir. Et je pense qu'il y a une opportunité, en s'appuyant sur les autorités existantes, sur les structures existantes, à développer une véritable gouvernance pour faire converger les règles de sûreté au niveau mondial et que des experts indépendants pourraient être mandatés pour faire avancer une telle idée. Les institutions existent. Rio a montré, certains ont dit que Rio était un échec, je ne le pense pas. Je pense que Rio a montré qu'il y avait un consensus au niveau mondial sur les priorités en matière de politique énergétique. Les économies d'énergie, les énergies renouvelables et peut-être le nucléaire qui n'émet pas de CO2. Mais la question qui se pose, c'est le coût et le rythme de la transition énergétique. Et finalement, ce qui se dégage à Rio, sous l'impulsion des pays émergents, c'est de trouver un curseur dans cet équilibre qui préserve les attentes et le pouvoir d'achat des populations pour rendre ces transitions acceptables par les populations. Merci. The smart grid. What is the smart grid? The term smart grid refers to the modernization of the electricity delivery system so that it monitors, protects, and automatically optimizes the operation of the interconnected elements in an electric power network. Everything from the central station generators to distributed generators like rooftop photovoltaics, from the high voltage transmission system to the local distribution system to the end users, including inside their dwellings. It includes energy storage facilities, end-use customers, electric vehicles, appliances, and other household devices. The primary stimulus for interest in the U.S. and very substantial investments in smart grid technology is, number one, to be able to integrate renewable energy, especially wind, into the electric power network reliably. Number two, it's to remove bottlenecks in the network to make it possible to use the most economical sources of generation. Three, it's designed to improve reliability. U.S. Distribution systems are much less reliable than those in the U.S. And third, most importantly, the development of smart meter technology is designed to make it possible to introduce two-way communications and near real-time monitoring and controls down into individuals' homes, to empower them to see the actual prices of electricity in the market, to control their utilization of electricity, to program their networks inside their homes, and to promote energy efficiency in the use of appliances. Investments in these technologies are very expensive, but they're proceeding rapidly, and while there are controversies about them, these investments over the long run seem to be essential to make effective use of intermittent generation, wind and solar in particular, and also to allow consumers to take better advantage of emerging and existing energy efficiency opportunities. So that's a summary. Vous qui ont quelques questions à poser, il nous reste 5 minutes. J'invite d'ailleurs les panélistes qui ont dû quitter le plateau à revenir ici. Monsieur Keitel, monsieur... Oui, d'accord, ils peuvent participer de la salle. J'ai une question. J'ai deux questions pour monsieur Amano, pour le panel en général. Est-ce que vous voulez que je les pose en français ou en anglais? Comme
Comme vous voulez. Bon. En français? En français. Alors, la première question, c'est, on parle en général du manque de sécurité d'approvisionnement du pétrole et on donne en opposition la sécurité de l'approvisionnement du nucléaire, comme si le nucléaire était une procédure domestique qui ne dépendait pas d'une matière première. Or, si je ne me trompe pas, la matière première, c'est l'uranium. Et l'uranium, si je ne me trompe pas non plus, est produite par beaucoup moins de pays que le pétrole. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne s'inquiète pas de cette dépendance qui, un jour ou l'autre, finira par poser les mêmes problèmes de risque de dépendance que le pétrole? Et la deuxième question, c'est cette histoire de sécurité. On nous dit que l'événement de Fukushima a éveillé le monde au problème de sécurité, mais on nous dit en même temps que la plupart des projets vont naître dans des pays en voie de développement. Or, ces pays-là ne sont absolument pas à cheval sur la sécurité, dans rien du tout, ni en Chine, ni en Inde, et encore moins au Bangladesh. Donc, ça n'est pas crédible de croire que, quand bien même ils se plieraient à une autorité mondiale, ils auront des systèmes de sécurité qui seront crédibles. On n'a qu'à voir d'ailleurs que dans le système financier où il y avait des systèmes de sécurité soi-disant crédibles dans les pays occidentaux, on a bien vu où ça nous a menés. Voilà, les deux questions. Merci. Bien. Alors, Monsieur Amano et puis quiconque souhaite répondre. Thank you very much for your questions. I think there are two questions. One is what about the provision of nuclear uranium, and second is what about the security of security in developing countries, for example. Regarding the first question of provision of uranium, we have to think of two things. One is the uranium itself, and another is the provision of enriched uranium. First, for the uranium itself, for the time being, there is some enough provision of uranium mines, and the uranium mines are found every year in Namibia, in Kazakhstan, and I don't think in the coming years or decades the uranium will be in shortage. Of course, this is the resource without limit, and we have to worry about it in the long future. But for the coming decades, we don't have to worry about it. Next is the enriched uranium. Uranium itself cannot be used for fuel. We have to enrich it. So this is an industrial product. For that, there are enrichment facilities in the world, and this is a very delicate question. For the time being, there exist enrichment facilities, and that can be expanded. And if we try to limit it, we come to a very sensitive question of whether we can limit it or not. There is some idea of a nuclear fuel bank, and IAEA is now in charge of establishing fuel banks. But it is only to get prepared for the case in which market is disrupted by non-economical reasons. Second question for the security. Security is, do you mean the safety or safety? Okay. For the safety, first, I would like to tell that for example, China is very serious about nuclear safety. I went to China many times, and the top leaders, the Vice Prime Minister, is very serious about nuclear safety, and they said, even before Fukushima Daiichi, nuclear safety is first. And they have decided to strengthen, to man the security agency by 1,000 people. And at this time, they have decided to make a very important investment. So the safety of developing countries like China or India is much better than you think. On top of that, the IAEA has a nuclear safety standard, and all the countries are expected to implement it. We send missions to learn if they are abiding by, respecting the rules, and we don't have problem with China, India, and other countries.
Thank you. Thank you. Je suis désolée, mais on ne va pas pouvoir prendre d'autres questions parce qu'on doit libérer la salle. Simplement, je laisse monsieur... Juste, je voulais donner compléter ce que répondre. disait M. Amano pour dire, je pense que le contexte actuel n'a jamais été aussi favorable pour essayer de développer une gouvernance mondiale en matière de sûreté. Parce que tous les pays, qui soient développés ou en développement, ont un intérêt à améliorer la confiance dans les nouvelles technologies. Parce que tous ces pays, comme M. Amano vient de le dire, les pays en voie de développement ou les pays émergents, ont un besoin colossal de développer leurs ressources en énergie. Que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz, le nucléaire, l'hydraulique, le solaire, enfin, ils ont besoin de toutes les énergies. Et pour que les nouvelles technologies soient acceptées, on a intérêt à avoir des standards internationaux qui permettront d'ailleurs aux pays en développement de rendre leurs technologies exportables, hein, parce qu'il est impensable d'exporter une technologie qui n'aurait pas un standard international. D'avoir un standard international permet d'avoir des économies d'échelle, comme on l'a fait dans l'aéronautique. Ce que je dis existe dans l'aéronautique. C'est très différent, mais ça existe. Et donc je pense que le moment est favorable. Oui, dernière... Alors, 15 secondes. Oui, 15 secondes. Je pense que l'ensemble des interventions, aussi bien concernant, avec Pierre-André de Chalandard, ou mon intervention concernant les économies d'énergie, que la place à accorder au nucléaire, aux énergies renouvelables, nécessite urgemment que ces questions soient mises en cohérence les unes avec les autres dans une politique européenne de l'énergie. Je pense qu'une des conditions de la croissance qu'on veut retrouver en Europe, c'est dans la définition d'une politique européenne de l'énergie.